La neige avait laissé place à une pluie fine qui transformait les pavés en miroirs. À l'intérieur de l'église Saint-Augustin, l'air était chaud, parfumé de cire et d'encens. Les chandelles alignées sur le maître-autel tremblaient sous un souffle d'air que personne ne remarquait, comme si la lumière elle-même retenait son souffle. Les fidèles étaient venus pour la messe dominicale. Certains, fidèles de toujours, d'autres, visages nouveaux, attiraient discrètement les regards. Le père Maurice observait. Il connaissait les visages de sa paroisse depuis des décennies, les habitués qui passaient la main sur le banc avant de s'agenouiller, la jeune mère qui écoutait à moitié, l'homme âgé qui joignait les mains si fort que les jointures blanchissaient. Ce matin-là, cependant, ses yeux revenaient souvent vers le fond de l'église, où une petite fille restait debout près de la porte, serrant contre sa poitrine une photo froissée dans une poche de manteau trop grand pour elle. Elle avait peut-être 8 ans. Ses cheveux étaient emmêlés, ses bottes boueuses. Il y avait dans son regard quelque chose que le prêtre reconnut aussitôt, la vigilance d'un animal qui a appris à se cacher. Elle ne faisait pas partie d'un groupe organisé, ni d'une famille connue. Elle avait la carte d'un monde qui ne venait pas à la messe pour la sociabilité. Elle regardait la croix, mais ses yeux revenaient sans cesse à la porte, comme si elle attendait ou craignait quelqu'un. Quand la communion fut distribuée, elle fit un pas en avant, puis recula. Sa main serra plus fort la photographie. Le père Maurice sentit une tension dans l'air, un petit courant qui n'appartenait pas aux mots prononcés. Ce fut une brève chose, elle s'approcha après l'office, pas grâce à la foule, mais à la discrétion des derniers fidèles qui bavardaient près du porche. « Père, dit-elle d'une voix éteinte quand il se pencha vers elle, « mon père, il n'est pas au ciel. » Maurice aurait tout répondre par une phrase habituelle, quelque consolation toute faite. Mais la photo dans la main de la fillette, l'expression grave sur son visage, lui retira sa réplique. Les offices étaient faits de paroles apprises, mais la vie appelait. Il glissa un genou sur le banc, prit délicatement la main de l'enfant et l'invita à s'asseoir sur le confessionnal proche, hors du regard des autres. La confession se fit dans la pénombre adaptée, la grille de bois, la cloison qui séparait la courtoisie du sacré. Le confessionnal était une vieille cabine, l'odeur du bois ciré et un petit décrochage dans l'éclairage qui laissait le visage de la fillette à peine visible. Le père s'assit du côté du prêtre et ferma doucement la porte qui les séparait du monde. Il connaissait la gravité des secrets qu'on lui confiait, il en connaissait la pesanteur, il connaissait l'obligation sacramentelle, il l'avait enseignée, défendue, ressentie comme une armure et comme une chaîne. « Je suis Camille, dit-elle. »« Mon papa, je dois vous dire la vérité. » Sa voix trembla. Elle expliqua, mot après mot, avec une simplicité qui rendait tout plus terrible. Un oncle, Thomas, et la femme qui l'avait amené chez eux, Brigitte, avaient pris le père. On l'avait fait passer pour mort. Il n'était pas mort, il était retenu. Ils avaient une cave. Ils disaient qu'ils allaient l'enterrer, que personne ne le chercherait. Il y avait des chaînes. Parfois il le battait, parfois il lui parlait doucement avant de le frapper. Parfois on entendait des voix dans la nuit. Ils disaient qu'ils avaient besoin de l'argent de la famille, qu'il ne fallait pas appeler la police. Ils avaient menacé la mère. Ils avaient dit qu'ils feraient croire qu'il était parti, que la photo aurait l'air vieille. Maurice écoutait. Les mots, dits par une voix enfantine, tombaient comme de petites pierres sur le plancher du confessionnal. Il sentit quelque chose se déchirer en lui, non pas une règle contre une autre, mais la chair du monde qui hurlait au secours. Les doctrines et les catéchismes prirent un air lointain. Il avait entendu des confessions qui confessaient des péchés, des infidélités, des colères, des envies, mais jamais une confession qui portait, en elle, une vie en danger. Le sceau de la confession n'était pas une loi de clerc, c'était une promesse intime, tressée de foi. Le rompre signifiait briser ce qui avait protégé tant d'âmes. Mais le laisser sceller le silence lorsqu'une personne était déjà prisonnière, cela revenait à trahir la vie. Camille parla encore, murmures entrecoupés, petites phrases, détails banals et affreux mêlés. La cave sentait le renfermer, la photo du père qu'elle gardait avait les bords déchirés. La nuit où il l'avait emmenée, elle avait vu du sang sur ses mains. Puis elle se renferma, comme si elle s'était dit qu'elle avait trop dit. « Il m'a dit de promettre de ne rien dire, expliqua-t-elle. Il m'a dit, si tu parles, ils me tueront. Je lui ai promis. Mais il m'a dit ensuite de prier. Alors j'ai prié et je me suis trompée. J'ai promis au ciel et le ciel n'a pas répondu. Alors j'ai pensé que peut-être il faut qu'un autre réponde. » Le prêtre resta immobile. Sa main se fit plus ferme sur le banc, comme pour s'agripper à quelques fondations invisibles. Le confessionnal était un espace sacré et sûr. Il était aussi le lieu où l'on confiait des vérités qui pouvaient briser les lois humaines. Le père Maurice pensa à son ordination, à la promesse donnée, garder le secret de la confession, sous peine de violer la confiance la plus intime.
Il pensa aux paroles que Jésus avait transmises, à la responsabilité de protéger l'âme. Et puis il pensa à la petite voix qui disait « Il m'a dit de ne pas parler, mais il est enchaîné », à la vie qui, au-delà de tout dogme, appelait. Il savait qu'il y avait des circonstances où le religieux et l'humain entraient en collision. Il savait que l'Église enseignait la miséricorde, mais aussi le respect de la vie comme absolu. Le sceau du confessionnal n'était pas conçu pour couvrir un crime en cours qui mettait des êtres en péril. Il passa ses doigts dans sa barbe grise. Dans la pénombre, les traits de son visage semblaient plus âgés. Il prit un souffle profond, mesura chaque mot et demanda doucement, dans la voix la plus posée qu'il put rassembler. « Camille, est-ce que tu es la seule à savoir? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait dire où ils l'ont caché ?»« Non, marmonna-t-elle. Maman pense qu'il est parti. Elle pleure des fois, mais elle croit à son départ. Thomas a dit à maman qu'il est parti en voyage. Brigitte dit qu'il était malade avant. Moi, je sais seulement où est la maison. J'ai vu par la fenêtre quand ils l'ont mis dans la cave. Ils l'ont mis dans une vieille boîte, et ils ont fermé la porte. » Il demanda les détails, l'adresse, la manière dont la fillette avait vu, sans la presser. À mesure qu'elle parlait, le plan devenait tangible. Une petite maison en retrait, sur une rue que l'on prenait en tournant à gauche après une boulangerie, un jardin envahi, une porte arrière qui grinçait. Une cave accessible par un escalier extérieur. Un homme qui n'était pas mort, enchaîné. Le père Maurice resta quelques instants de plus dans la cabine, pesant la chose comme on pèse une pierre. Il connaissait l'importance du sceau. Il connaissait aussi l'urgence. La balance bascula, non par une pulsion de révolte contre la tradition, mais par la reconnaissance qu'une vie avait préséance. Il pensa aux prières dites toute la nuit pour des malades, il pensa au visage de Fabrice, à sa voix brisée, à la promesse faite par la petite. Il pensa à la mère qui pleurait, innocente de cette supercherie. Il pensa à son propre serment d'homme, protéger, servir. Quand il ouvrit la porte du confessionnal, l'église était presque vide. Le silence avait pris la place des conversations et la lumière semblait plus nette. Il prit la main de Camille, posa sa main sur la photo froissée. Il n'allait pas prononcer un acte sans emporter le poids. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il simplement. Reste ici, dans la sacristie, reste avec sœur Hélène, je vais faire ce qui doit être fait. » Ces mots étaient lourds d'une décision. Quand il parla ainsi, il n'espérait pas se dérober à la règle sacramentelle, il espérait répondre à la vie qui criait. Il se retira sans détourner le regard, sa soutane tassa contre ses jambes comme un vêtement qui savait le prix du monde. Il passa la porte principale de l'église, la pluie lui glissa sur le col, et dans la rue, il se dirigea vers le commissariat. Le trajet lui parut court et long à la fois. Il marcha vite, les souliers résonnant contre les pavés humides, la pluie rendant les contours des réverbères plus doux. Ses pensées tournaient en cercle. Comment expliquer sans trahir la confiance sacramentelle? Comment implorer l'intervention des forces de l'ordre sans rompre une règle qu'il avait respectée toute sa vie? Il savait déjà qu'il allait devoir parler. Il savait aussi qu'il devait peser ses mots. Le commissariat était en activité. La ville n'ignorait pas qu'il y avait des crasses de voisinage et des misères privées. C'était le lot de toute grande agglomération. Le médecin du coin appelait parfois pour des interventions mineures. Le commissaire Arnaud venait à la messe annuelle des pompiers, et Maurice connaissait l'homme de vue. Le commissaire n'était pas un simple fonctionnaire, il avait la finesse d'un chirurgien moral, la patience d'un homme qui voyait la fragilité des choses et appréciait la vérité. Maurice frappa, attendit, entra. Arnaud reconnut la silhouette. Il se leva, essuya des papiers et l'accueillit sans détour. « Père, qu'y a-t-il » demanda-t-il dans un souffle qui portait déjà la fatigue de la journée. Les deux hommes échangèrent un regard qui valait plus que des banalités. Maurice prit la décision la plus simple, parler. Il raconta la confession de la fillette. Il raconta l'adresse, la cave, la photo, la menace. Il expliqua la promesse du confessionnal et la façon dont il avait mesuré chaque pas avant de venir. Il parla sans fioriture, la voix ferme mais cassée par la gravité du geste. Arnaud l'écouta, sans interruption. Son visage se durcit d'abord, puis s'adoucit. Il connaissait assez la nature humaine pour distinguer l'exagération de la vérité. Quand Maurice prononça le nom de la rue et décrivit la porte, Arnaud prit ses clés, son carnet, activa son instinct professionnel. Pas de panique, pas d'exagération publique, juste une organisation. Un petit groupe discret, pas de grand battage qui pourrait alerter les ravisseurs. Il fallait agir vite et prudemment. Le commissaire savait qu'ils étaient en présence d'un cas qui exigeait à la fois délicatesse et fermeté.
« Restez ici, dit Arnaud. Ne dites rien à personne, pas même à la presse. Je vais envoyer une équipe. Et prenez soin de la fillette. Dites-lui que tout ira bien. » Maurice hocha la tête. Il sentait, au fond de sa poitrine, une espèce de déchirure liée à la faute qu'il estimait commettre. Il n'avait pas brisé le sacramentel à la légère, il l'avait fait pour la vie d'un homme, pour la petite fille qui avait osé confier un tel secret à un prêtre. Il se demanda si, plus tard, on le condamnerait. Mais la route avait été tracée par l'appel primordial, il avait choisi la vie. Arnaud pianota sur son téléphone, fit quelques appels, et rapidement, une opération discrète se mit en place. 2 agents en plein pied pour surveiller l'extérieur, un véhicule banalisé pour approcher, un petit groupe qui ferait irruption avec méthode. On attendrait que personne ne soit blessé inutilement et que l'effet de surprise soit maximal. Le plan fut bref, précis. Arnaud regarda Maurice avec une reconnaissance grave. « Vous avez bien fait de venir, dit-il. Votre parole me suffit pour agir. Donnez-nous votre indication sur les lieux. Restez prêt à témoigner. » Maurice acquiesça. Il se rendit compte soudain qu'il avait laissé quelque chose d'essentiel dans son église, la petite Camille, fragile comme une flamme. Arnaud le rassura. Sœur Hélène veillerait sur elle. Maurice se rendit compte alors du poids d'être à la fois messager et acteur. Il se passa la main sur le visage, puis suivit les policiers qui partirent dans la nuit mouillée. La pluie s'intensifia. Les moteurs ronronnèrent. Le groupe se glissa dans les rues, évitant les grands axes, longeant les hauts murs, jusqu'à la maison décrite. La bâtisse paraissait ordinaire à première vue. Des volets défraîchis, du lierre, un petit jardin abandonné. Pourtant, dans l'ombre, on sentait la tension d'un secret. Arnaud donna ses ordres d'une voix basse et mâchée. On approcha, on surveilla, on toqua. Il y eut un premier cri. Une voix rauque, une porte qui se referma, des pas qui s'éloignèrent. La situation se tendit en un instant. Un homme en bas âge sortit sur le pas, prêt à défendre un mensonge, surpris de voir la loi à sa porte. Thomas, l'oncle, fut le premier visage qui apparut, suivi d'un autre plus dur, Brigitte, qui avait le regard d'une femme prête à tout pour conserver son profit. « Que voulez-vous » hurla Thomas. Puis, en voyant les uniformes, une lueur de panique le traversa. Arnaud se présenta, demanda l'ouverture de la porte. Thomas fit un pas, chercha derrière lui comme si une échappatoire pouvait encore exister. La conversation se tendit, des mots échangés, des refus, puis un claquement. Brigitte referma brutalement la porte. Les agents décidèrent d'agir. Ils contournèrent l'habitation, trouvant une fenêtre latérale entr'ouverte. La maison avait des odeurs de cuisine, de vieux tissus, une atmosphère de ménagerie domestique et de désordre. On entendit des voix étouffées en bas. On découvrit un escalier qui menait à une cave par une porte en bois. L'air en bas était froid, humide, il sentait la pierre et l'isolement. Maurice s'approcha, teint d'un silence presque religieux à mesure qu'il descendait. Une porte fut ouverte. Des chaînes, une voix, des sanglots retenus. Fabrice apparut, amaigri, les cheveux collés au front, mais vivant. La joie et l'horreur plastique se mêlèrent dans un même geste. On le détacha, on l'enveloppa, on le murmura. Il leva des yeux qui cherchaient un visage familier et reconnut celui de son enfant. Les retrouvailles furent muettes, des gestes, des étreintes, des larmes sans son. On le porta, on l'aida à remonter l'escalier. Mais au-dessus, une silhouette se plaça entre eux et l'extérieur. Brigitte apparut, un mouvement brusque, et soudain, il y eut une détonation. La panique éclata. Un agent fut projeté en arrière par le souffle. Le père Maurice reçut un impact qui le fit chanceler, sans que le sang n'exprime la gravité. Il s'effondra en pressant sa main contre la poitrine, le souffle court. Le monde se fit étroit. Les ordres fusèrent. La capture se fit rapide, mais pas instantanée. Thomas tenta de fuir, mais les rues mouillées n'étaient pas favorables. Brigitte fut maîtrisée, criant, jurant, cherchant encore un piège dans la nuit. On appela les secours. Maurice, blessé mais conscient, sentit la fatigue envahir ses membres. On le soutint, on le coucha sur le côté, tandis que Fabrice était entouré, aidé, pané par la présence des policiers et par des mains compétissantes. Le bruissement des couvertures, la respiration forte, le son d'une voix rassurante, la vie reprenait sa place. Arnaud regarda Maurice avec une gravité mêlée d'admiration. « Vous avez sauvé un homme, murmura-t-il, vous avez fait ce qu'il fallait. » Maurice hocha la tête, ses yeux cherchant la petite Camille dans la nuit, cherchant la photo froissée qui avait été le signal. Il sut, à ce moment-là, que la décision qu'il avait prise dans le confessionnal avait donné naissance à une chaîne d'événements qui avait rendu la justice possible. Il sentit la douleur, mais aussi une forme d'apaisement. La fidélité à la vie l'avait emporté. On plaça Brigitte et Thomas en cellule. On recueillit les dépositions, on prit des notes, on fit venir un médecin pour Maurice.
Fabrice fut conduit à l'hôpital pour des examens et des soins. La petite mère, la mère de Camille, apprit enfin la vérité et tomba à genoux en pleurs, mêlant remerciements et remords. La ville apprit peu à peu ce qui s'était passé, mais le commissariat garda la discrétion nécessaire à la bonne suite de la procédure. Le lendemain, des voisins parlaient à voix basse devant la boulangerie. Certains avouèrent qu'ils avaient vu la voiture de Thomas. D'autres se demandaient pourquoi personne n'avait su. Le nom de Maurice circula, et avec lui des interrogations plus larges. Un traître peut-il rompre le sceau pour sauver une vie? Les mots étaient prudents, parfois critiques, parfois admiratifs. Maurice, alité et bandé, recevait des visites brèves. Arnaud pour les questions de procédure, la mère de Fabrice pour des remerciements qui avaient la force de la reconnaissance, sœur Hélène pour des prières murmurées. Dans la chapelle de l'hôpital, une veilleuse brûlait toujours. Maurice regardait la petite flamme et pensait au choix qu'on est obligé de faire parfois, à la solitude qui accompagne la décision. Il sentait les regards de certains, la gratitude d'autres. Il savait que certaines voix diraient qu'il avait rompu le sacré, que d'autres diraient qu'il l'avait sauvé. Mais devant le visage amaigri de Fabrice, qui avait souri brièvement en ouvrant les yeux, devant la petite Camille qui tenait sa main comme si celle-ci avait sauvé plus que lui-même, il sut que la réponse se trouvait dans l'instant. Les jours suivants furent consacrés aux soins et aux procédures. Fabrice reprit des forces peu à peu. Il racontait, entre deux siestes, des bribes de ce qu'il avait vécu, des mots qui criaient encore l'injustice. Thomas et Brigitte eurent leur procès rapide, non pas pour la célébrité, mais pour la simple justice. La ville suivit l'affaire avec une attention discrète, les uns applaudissant le courage du prêtre, les autres murmurant sur la rupture d'un secret qui avait fait partie de l'essence même de son ministère. Maurice, lui, restait à l'hôpital quelques jours, soigné, écoutant, priant parfois, donnant des paroles brèves à ceux qui voulaient comprendre. Il ne cherchait ni honneur ni condamnation publique. Il cherchait seulement à savoir si, en agissant, il avait rendu service à la vérité et à la vie. Chaque visite, chaque regard, chaque merci prononcé par Fabrice ou par la mère le consolait. Mais il ressentait aussi la fatigue de l'âge et le poids des conséquences. La communauté paroissiale, dans sa diversité, prit peu à peu conscience de l'événement. Il y eut des discussions, des lettres, des démarches. Mais la plupart des paroissiens virent dans son geste quelque chose d'humain. Un homme qui, devant la douleur d'un enfant et d'un père, avait choisi la vie. On organisa une visite publique modeste à l'église pour dire merci, pas pour ériger un monument, mais pour témoigner d'une reconnaissance simple. Maurice fut applaudi, discuté, interrogé, mais il resta le même homme qui avait marché dans la pluie pour sauver une vie. À l'hôpital, Fabrice ouvrit lentement les yeux sur une pièce qui sentait la désinfection et les fleurs. Sa première vue fut la petite main de Camille serrant la sienne, puis le visage du prêtre, blanchi par la fatigue, mais présent. Il murmura un merci, faible mais vrai. Les mots avaient la force des petites choses qui soulagent. Quelques semaines plus tard, lors d'une célébration modeste dans l'église, la communauté se réunit pour prier pour les victimes et pour les guérisseurs. Maurice monta à l'autel, frêle mais droit, et reconnut que la foi fait parfois choisir des chemins que l'on n'enseigne pas dans les catéchismes. Il avait rompu le silence pour la vie et la communauté, dans son grand souci de bonté, l'entoura. La reconnaissance publique fut humble, des lettres, des visites, des merci murmurés. On en parla dans la ville comme d'un geste exigeant et courageux. Les autorités rendirent en privé leurs hommages. Arnaud vint un jour avec une enveloppe scellée contenant des documents officiels et un peu de reconnaissance civile. Non pas pour exalter un homme, mais pour marquer que la justice avait été rendue grâce à une décision rare. Maurice se remit lentement. Ses blessures physiques guérissaient. Les gestes simples reprirent, la célébration de la messe, la visite des malades, l'écoute des âmes. Mais quelque chose avait changé en lui. La ligne qui séparait le sacré et le séculier, autrefois nette, avait été traversée pour une cause vitale. Il n'en fit pas un récit triomphal. Il en parla à ceux qui venaient s'agenouiller en silence, qui cherchaient des réponses à leurs propres dilemmes. Quant à Camille, elle grandit dans une maison qui devait se recomposer. La mère et Fabrice, soutenus par des proches, entreprirent un lent travail de réparation. La fillette garda la photo froissée du père comme on garde une relique. Parfois, elle la sortait et regardait l'homme qui avait retrouvé la liberté grâce à sa petite voix. Elle savait, au fond d'elle, que dire la vérité avait été la première prière qui avait reçu une réponse. Les journalistes approchèrent, inévitablement, mais la parole fut donnée avec mesure. Maurice resta discret, soulignant la valeur de la vie et la nécessité d'agir avec prudence et compassion. Il savait que certains débattraient encore de la rupture du secret et il accepta la discussion.
Mais dans la balance, il plaça le visage vivant d'un père et la voix d'une enfant qui n'avait jamais menti. Un soir de printemps, à la fin d'une messe où la lumière du soleil traversait les vitraux en taches colorées sur le dallage, le père Maurice regarda la petite Camille agenouillée près du premier banc. Elle levait les yeux vers lui avec une confiance tranquille. Il lui rendit un sourire, et dans son cœur il sut que, malgré les questions publiques, il avait rendu le monde un peu plus juste. La vie, lorsqu'on la choisit, pèse sur tout le reste. Les jours suivants furent marqués par une étrange alternance, des heures publiques de consolation et des instants privés de compte-rendu. Maurice ressentait les deux comme des pesanteurs différentes. Devant la communauté, il était le prêtre frêle qui avait marché sous la pluie pour ramener une vie. Dans le huis clos des bureaux diocésains, il était un homme appelé à expliquer des gestes que la lettre du droit canonique pouvait difficilement admettre. L'évêque, homme d'un âge voisin mais d'un tempérament plus réservé, le reçut dans une salle aux boiseries poliées, où l'on sentait l'odeur du vieux cuir et du café discrètement servi. Il écouta sans interrompre, les doigts joints, puis posa des questions dont Maurice savait la neutralité. Il y eut des citations de textes, des allusions à la discipline et, au-delà, une vraie écoute pastorale. L'évêque ne venait pas pour condamner au spectacle, il venait parce que toute communauté ecclésiale aussi voit ses propres lois comme forme de fidélité. Maurice, devant lui, raconta simplement ce qu'il avait fait et pourquoi. « Je n'ai pas d'excuse qui lave un acte qu'on nomme rupture du secret, dit-il, la voix cassée par la fatigue. Mais j'ai vu un homme, une femme, un enfant qui ne pouvaient attendre une procédure qui n'était pas là pour les sauver sur l'instant. J'ai prié, j'ai pesé. Ce n'était pas un acte d'opportunisme, c'était un choix, un seul, pour la vie. » L'évêque resta silencieux un long moment. Puis il parla de la lourdeur des traditions, de la force du pardon et aussi des conséquences. Il évoqua la nécessité d'un temps de retrait, non pas d'un exil permanent, mais d'une prudence qui permette à la communauté ecclésiale de penser ses doutes. Maurice imaginait déjà les conversations, certains y verraient une sagesse humaine, d'autres une brèche dangereuse. L'évêque suggéra que, pour le moment, Maurice allât moins en public, qu'il préféra la présence auprès des malades, des personnes âgées, à la tribune des polémiques. Maurice accepta sans joie. Il savait que le poids de son geste resterait toujours avec lui. Mais il éprouvait aussi un étonnement calme. Au lieu de la solitude, on lui proposait un exil nourrissant, un ministère retourné vers des présences. Il regagna l'église avec la sensation d'être attendu par la pierre, par les bancs, par ces lumières obliques des vitraux qui avaient désormais la forme de tâches familières. Fabrice, lui, reprit progressivement sa place dans la vie de la ville. Les cicatrices du corps et de l'âme demeuraient, mais la parole retrouvée lui donnait une force sourde. Il rencontra des associations, reçut des visites, mais ce qu'il préférait, c'était la discrétion des rencontres, au coin d'un café avec ceux qui l'avaient soutenu. Parfois, il venait à la messe, discret au fond, la main serrée autour d'une tasse de thé pour se réchauffer. Quand il passait près de Maurice, leurs regards se rencontraient et la reconnaissance se lisait là, sans concours de mots. Camille grandit comme on pousse après un hiver tardif, avec une vigueur contenue et des gestes d'étonnement. À l'école, elle parlait peu de l'événement. Parfois, devant des camarades curieux, elle répétait simplement « Papa était enfermé, j'ai dit la vérité ». Les adultes souriaient, certains se sentaient intimidés devant une vérité si nette, prononcée par une voix d'enfant. La mère de Camille, blessée et tenace, trouva dans l'attachement de sa fille une raison pour accepter la vie reconstruite. Elle rangeait les jours comme on range les assiettes, doucement, sans bruit, sachant que tout reste fragile. Les journalistes, cependant, ne s'éteignirent pas tout à fait. Quelques chroniqueurs signèrent de papiers émus, d'autres, plus durs, posèrent la question du précédent. On discuta la notion de secret pastoral dans des éditoriaux, on convia des juristes, des philosophes. Dans une salle de rédaction, une main anonyme tapait des mots sur un clavier, cherchant ce qui fait qu'une décision morale devient historique. Maurice regardait ces lignes avec détachement. La parole publique, il l'avait déjà donnée lors de la messe de remerciement. Maintenant, il voulait revenir à l'essentiel. Les visites reçues à l'église venirent de directions diverses. Il y eut des anciens pour qui l'acte était une preuve de conscience chrétienne. Il y eut des jeunes prêtres hésitants qui cherchaient à comprendre comment concilier la miséricorde et la loi. Une lettre d'un père se distinguait. Jacques, mon ami de toujours, écrivait à la main, maladroitement, des phrases qui étaient autant d'aveux et de confessions. Jacques parlait de nuit où il croyait que la parole sacramentelle ne devait jamais être rompue. Puis il ajoutait, d'un trait plus léger,
Et toutefois, si on m'avait tendu une vie à choisir plutôt qu'une lettre, je ne sais pas si j'aurais eu la force de rester muet. La communauté paroissiale accueillit ces nuances comme on accueillit une pluie d'été, avec un mélange d'enthousiasme et de réserve. On organisa des rencontres publiques, des tables rondes modestes, où l'on parlait théologie morale, éthique et responsabilité civile. Maurice prit parfois la parole, mais il choisit la prudence des phrases courtes. Il aimait mieux écouter les autres. Les débats ne tranchèrent pas. Ils firent entendre la diversité d'un peuple qui cherche sa route entre foi et monde. Une après-midi, Camille vint seule chercher Maurice dans la petite sacristie. Elle avait un dessin sous le bras, froissé, fait de crayons pressés. Elle le tendit comme on dépose un voile sur un autel. Sur la feuille, un homme et un enfant étaient dessinés, mains jointes, sous un soleil grand et rouge. Maurice sentit ses doigts s'émouvoir. Il prit le dessin, le posa sur la table et, sans grand discours, posa la main sur la tête de la fillette. Son cœur battait comme un tambour ancien. « Tu as dit la vérité, murmura-t-il, c'est déjà beaucoup. » Camille hocha la tête. Puis, d'un air sérieux, elle demanda « Est-ce que l'on peut être puni quand on dit la vérité ?» Maurice réfléchit. Les paroles qu'il prononça n'étaient pas des leçons. Elles furent plutôt une confidence à voix basse, destinée à une petite qui grandirait en comprenant que le monde n'est jamais simple. Parfois, dit-il, dire la vérité demande du courage, et ce courage peut attirer des tempêtes. Mais il y a aussi des tempêtes qui ne soulagent rien si l'on ne parle pas. Ce que tu as fait est une lumière. Elle n'éteint pas les fautes, mais elle appelle à plus de justice. Camille sourit d'un sourire qui portait déjà des promesses de futur. Les mois passèrent, et la vie paroissiale reprit son rythme. Maurice célébrait la messe avec une attention nouvelle au visage, au nom. Il passa plus de temps auprès des malades, recommença les visites à domicile que la fatigue de l'âge avait ralenti. Les fidèles, de leur côté, vinrent lui confier des fardeaux plus que des secrets. Il cherchait une présence qui avait choisi la vie. Il se mit à noter parfois des phrases dans un petit carnet. Elles étaient brèves. Regarder les mains, écouter l'enfant, ne pas fuir la difficulté. Ces mots lui servaient de repère. Un soir, au presbytère, Maurice reçut la visite d'Arnaud. Celui-ci entra sans cérémonial, tenant toujours la même enveloppe qu'il avait apportée auparavant. Mais cette fois, il venait en ami. Ils parlèrent longtemps, surtout de la suite qui se dessinait pour Fabrice et sa famille. Arnaud avait fait en sorte que des aides pratiques fussent accessibles, des rendez-vous médicaux, des conseils pour la réinsertion, une proposition d'emploi adaptée. Il confessa qu'il avait reçu, en privé, des félicitations de personnes importantes, et qu'il avait senti, parfois, l'injustice d'un monde qui sait louer les actes héroïques tout en redoutant qu'ils ne deviennent des précédents. La vérité, dit Arnaud, se discute moins quand elle sauve qu'elle ne s'expose quand elle blesse une règle. C'est là la complexité. Mais vous avez su regarder l'homme. Pour cela, il y aura des cœurs reconnaissants. Maurice hocha la tête. Les mots d'Arnaud furent reçus comme un baume, mais ils ne suffisaient pas à effacer la fatigue. Il y avait, dans chaque regard reconnaissant, une question muette. Et si demain un autre choix devait être fait? Qui déciderait? Qui permettrait que la vie prime? Un autre événement, plus discret, vint troubler le calme relatif. Un avocat, mandaté par une famille inquiète d'une affaire voisine, demanda à rencontrer Maurice. C'était une demande polie, non accusatrice, mais pleine de circonspection. L'avocat souhaitait dialoguer sur la possibilité de fixer des limites clarifiées entre le ministère pastoral et la justice civile. Les discussions juridiques qui suivirent n'étaient pas publiques. Elles eurent lieu dans des salons, autour de tables où l'on parlait d'équilibre entre secret professionnel et protection des personnes vulnérables. Maurice participa à quelques-unes de ces réunions. Il s'y sentit étrange. Il n'était ni un spécialiste, ni un avocat. Il était un prêtre qui s'était trouvé au milieu d'un carrefour. Peu à peu s'ouvrit une réflexion plus large au sein du diocèse. Des ateliers furent proposés pour les prêtres concernant l'éthique du ministère, la protection des mineurs, la manière d'accompagner ceux qui portent des secrets dangereux. Ce ne furent pas des panégyriques, ce furent plutôt des formations où l'on tenta de trouver des réponses pratiques. Maurice, fatigué mais attentif, enseignait parfois par la parole discrète de l'expérience. Ce qu'il avait vécu ne servait pas de modèle à reproduire systématiquement, mais comme une interrogation qui demandait de la sagesse. Pendant ces mois, la ville aussi se transforma lentement. La petite place devant l'église devint lieu de rencontre, où l'on échangeait des nouvelles, où l'on donnait des graines aux pigeons, où l'on regardait les enfants jouer.
Camille alla parfois s'asseoir sur un banc, tirant de son sac des livres d'images. Par la fenêtre de la sacristie, Maurice la regardait, reconnaissant pour ces jours où la vie triomphait de l'obscur. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles tombées faisaient des tapis jaunes, Fabrice conquit l'audace de retourner au travail. Il avait accepté un emploi modeste mais stable, et son regard traduisait désormais une sérénité fragile. À l'église, il vint remercier encore une fois Maurice. Les deux hommes s'assirent côte à côte, comme on peut s'asseoir pour parler de choses simples, du temps, des courses, des réparations à faire. « Vous avez changé ma vie, dit Fabrice d'une voix basse. Vous m'avez rendu la parole. » Maurice sourit, sans orgueil. « Vous l'aviez, corrigea-t-il. Je n'ai fait que la réveiller. » Les mots furent dits, presque banals, mais ils portaient une vérité. Que la majorité des gestes humains n'étaient ni grands ni parfaits. Ils étaient des tentatives pour répondre à ce que la vie demande. Maurice, en rentrant chez lui ce soir-là, sentit le froid sur son visage et pensa à la simplicité d'un feu domestique. Il se dit que, au bout du compte, la vie se tient dans ces petites choses. Un café partagé, un mot adressé, une main tenue. La question de l'avenir du prêtre resta cependant vivace. Il savait que l'on attendait de lui des signes, des gestes de réparation, une parole mesurée sur le sens du secret, des réponses aux questions liturgiques et morales. Il savait aussi qu'il ne souhaitait pas devenir le héros de conférences, ni l'objet de débats philosophiques lointains. Son désir le plus secret était de rester prêtre, au milieu des fragilités, avec la force d'écouter. Au presbytère, la nuit venue, il ouvrit son carnet et nota une seule phrase. « Là où la vie appale, écoutez d'abord. » Puis il reposa le stylo, alla à la fenêtre et regarda la ville endormie. La lune traçait des lignes pâles sur les toits. Il pensa à Camille, à Fabrice, à la mère de la fillette, à Jacques, à l'évêque, à Arnaud. Il sentit que sa route n'était pas finie. Il savait qu'un jour, peut-être, il faudrait rendre davantage de comptes, ou peut-être simplement continuer le petit travail quotidien de prêcher, visiter, consoler. Et il sut, dans le silence, que la décision prise sous la pluie resterait avec lui comme une étoile gravée au revers d'un manteau. Discrète, présente, guide plus que preuve. Il ferma les yeux, priant sans mots pendant un long moment, puis se coucha d'un sommeil qui fut léger et ponctué de rêves simples, peuplés de voix d'enfants et de mains tendues. Le lendemain, la vie reprit son cours, messe, visite, personne qui frappe à la porte, et la petite communauté continua d'avancer, bâtissant son sens pas à pas, comme on recolle des morceaux de vaisselle ancienne pour les rendre à l'usage, non pour effacer la fissure, mais pour témoigner que l'usage compte plus que la perfection. Les semaines qui suivirent furent tissées des mêmes gestes qui donnent poids et rythme à une existence partagée. La messe du matin, la visite aux malades, la tasse de café avec une paroissienne qui venait chercher conseil, les petits travaux au presbytère. Maurice se surprenait parfois à mesurer le temps non plus en tâches accomplies, mais en rencontres. Chacune une île minuscule où l'on pouvait jeter un filet et peut-être ramener quelque chose de vivant. Un dimanche, l'église était plus pleine que d'habitude. Les visages, connus pour la plupart, portaient une attention presque brave. L'évêque avait demandé à ce que l'on réserve un espace pendant la messe pour les « victimes silencieuses », formule maladroite qui tenta de nommer l'indicible. Maurice n'aimait pas les mots officiels, mais il accepta de préparer une brève homélie. Il choisit de parler de l'écoute. « Écouter, dit-il, c'est rendre à l'autre la dignité de sa parole. Ce n'est pas toujours donner un conseil, ni offrir une solution. Parfois, c'est rester à côté, sans savoir, jusqu'à ce que la parole reprenne sa force. » Sa voix était calme. Le silence dans l'église semblait l'aider à dire ce qu'il avait appris à force de maladresse. À la sortie, plusieurs vinrent le remercier d'un geste muet. Une main pressée contre l'avant-bras, un regard qui ne se détournait pas. Les démarches diocésaines se firent plus régulières. Il y eut des entretiens formels, des réunions administratives où l'on tentait de traduire en procédure ce qui jusqu'alors n'avait été que prudence et expérience. Maurice participa, toujours discret, apportant sa parole simple. Des règles, oui, mais surtout des chemins pour que la parole des plus jeunes trouve un lieu sûr. Certains confrères le regardaient avec réserve, d'autres avec reconnaissance. Il comprit que l'on attendait de lui une sorte d'autorité morale qu'il n'avait jamais cherchée. Il accepta, non pour la gloire, mais parce que la foi lui semblait exiger d'essayer de rendre le monde un peu moins dangereux. À la paroisse, la vie continua d'inventer ses rituels réparateurs. Une fois par mois, on organisait une veillée de prière silencieuse ouverte à tous ceux qui ne savaient pas comment dire leur souffrance en paroles.
Camille prit l'initiative d'un atelier pour les enfants où l'on dessinait des histoires et où, parfois, on proposait aux plus jeunes d'exprimer avec des couleurs ce qui les inquiétait. Maurice observait, souvent debout à la porte de la salle, un peu ému de voir l'innocence retrouver des gestes de jeu simples. Fabrice trouva sa place, lente mais tenace. Il s'impliqua dans les petites réparations de l'église. Peindre un banc, remettre un lustre, tailler les branches qui encombraient le jardin. Il y mettait un soin cérémonieux, comme si ses gestes faisaient office de confession solide. Un matin, en travaillant près du portail, il raconta à Maurice sa peur, la crainte que tout fût fragile et qu'un faux pas le ramène à la chute. Maurice posa la main sur son épaule et, sans discours prophétique, proposa « Avance un pas aujourd'hui ». Et si demain la peur te saisit, avance un autre. La mère de la fillette passait parfois à l'église. Les premières rencontres avaient été brèves, presque glacées, mais avec le temps, les regards échangés se firent moins lourds. Une fois, elle resta après la messe et ramassa une bougie qu'elle fit brûler en silence. Maurice la laissa faire, respectant le silence comme on respecte une prière personnelle. Il sut que certaines réparations ne demandaient ni mots ni déclaration publique, seulement une présence persistante. Le carnet de Maurice s'épaississait de notes mesurées. Il y consignait des phrases qui semblaient surgir comme des balises. Réparer n'efface pas, accompagner permet de continuer. L'éthique de la charité commence par le respect du faible. Il relisait parfois ces pages, non pour se convaincre, mais pour ne pas oublier d'où venaient les leçons. Un après-midi, alors que l'automne rapprochait ses teintes, Arnaud vint le rejoindre au presbytère. Arnaud, ancien membre du conseil paroissial, avait toujours eu le regard vif et la parole tranchante. Il était venu pour discuter de la campagne de prévention que la paroisse souhaitait lancer. Ils parlèrent longuement des mots à choisir, de la façon d'impliquer les familles sans raviver de vieilles blessures. Arnaud proposa d'organiser des rencontres où l'on apprendrait aux parents à reconnaître les signes d'alerte sans céder à la peur. Maurice, qui redoutait les discours moralisateurs, accepta l'idée sous condition. Ces rencontres seraient d'abord des lieux d'écoute, puis d'information. Une autre visite changea profondément Maurice. Une femme qu'il n'avait jamais vue frappa à la porte. Ses yeux étaient fatigués, mais quelque chose en elle appelait. Elle demanda à parler, d'abord timidement, puis avec l'épaisseur de qui a longtemps retenu une parole. Elle venait d'une petite communauté voisine. Son fils ne parlait plus, disait des choses qu'elle ne comprenait pas, avait des gestes qui laissaient entrevoir une mémoire blessée. Elle avait essayé de joindre des réseaux de soutien, elle avait frappé à des services divers, sans trouver la porte qui lui convint. Maurice l'écouta sans interrompre. Il n'offrit pas de promesses spectaculaires. Il proposa seulement de l'accompagner, d'aider à trouver un psychologue, de la soutenir dans les démarches et surtout de ne pas laisser le silence avaler la plainte. La femme posa sa tête sur ses mains et pleura lentement. Quand elle eut fini, elle murmura « J'avais peur que personne ne veuille entendre ». Maurice prit sa main et dit « Nous allons écouter, c'est déjà un commencement ». Cette visite fit comprendre à Maurice que sa responsabilité dépassait désormais le cercle étroit du presbytère. Sa vie, faite de petites routines, se trouvait reliée à des histoires venues d'ailleurs, et il sentit la force et l'épuisement que cela impliquait. Le travail ne serait pas ponctuel. Il faudrait veiller sur des processus lents, accepter des avancées minces, célébrer les petites victoires sans les confondre avec la guérison totale. La nuit, il nota une phrase nouvelle dans son carnet, comme un pacte renouvelé. Là où l'on a brisé, être le lien qui retient le bout du fil. Puis il regarda la fenêtre, la ville endormie, et, au loin, les lumières qui clignotaient comme autant de petites veilles. Il sentit que la route serait plus longue que prévu, mais il n'en douta pas. Il préférait marcher avec prudence plutôt qu'abandonner ceux qui cherchaient une oreille. Le lendemain, alors que le clocher sonnait, une jeune femme entra dans l'église. Elle tenait un carton à dessin et son regard cherchait un visage familier. Elle s'approcha du banc où Maurice priait quelques instants avant la messe et dit, d'une voix qui était à la fois timide et décidée, « Monsieur l'abbé, j'aimerais proposer un atelier pour les adolescents, pour leur donner un espace de parole. Ils ont besoin d'être écoutés autrement qu'en classe. » Maurice la regarda, sentit l'énergie contenue dans sa proposition et sourit. « Nous trouverons une salle, répondit-il, et nous apprendrons à écouter. » Il ne savait pas encore quelle tempête viendrait, ni quelles autres confidences frapperaient à la porte du presbytère. Mais il savait que la ville, peu à peu, apprenait à se tenir ensemble.
Et si le chemin était long, il était aussi fait de ces mains tendues, de ces cartons à dessin, de ces bancs rafistolés où l'on s'assoit pour dire des choses vraies. Il se leva pour allumer les cierges, la lumière dure un instant, puis elle devient habitude, mais elle est claire et c'est ce qui compte.